Bonjour à tous, bienvenue pour le webinaire sur quelles clés pour réussir votre projet. En effet, vous aviez déjà eu l'occasion en mars de participer au premier webinaire sur la facturation électronique. Donc aujourd'hui, on vous propose un deuxième webinaire sur une thématique un petit peu différente, toujours sur la facturation électronique. Je vais passer la parole à Judith de façon à vous présenter les différentes fonctionnalités du webinaire afin que vous puissiez poser vos questions, mettre vos micros, etc. Judith? Bonjour à tous, merci beaucoup Sabrina. Vous êtes tous avec des micros coupés. Ça ne vous empêche absolument pas de poser des questions. Vous disposez d'un chat en bas à droite. Vos questions seront prises en compte, bien évidemment, à la fin de cette séance. Et Mehdi et Sabrina y répondront avec plaisir. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos messages. Si vous avez des problèmes de son, d'image, nous serons là pour vous dépanner. Merci. Donc, d'abord, on va quand même se présenter. Je m'appelle Sabrina Huet. Je suis senior manager chez Juliette Sterwern depuis peu de temps. J'ai un peu plus de 15 ans d'expérience dans la dématérialisation et en particulier la dématérialisation des factures depuis un peu plus de 8 ans. En effet, j'ai pu participer à l'élaboration de l'outil que vous connaissez peut-être, qui est Chorus Pro, et ainsi que sur la construction de la plateforme publique de facturation que donc j'ai quittée depuis peu de temps. Je suis accompagnée de Mehdi. Donc, bonjour à tous, Mehdi Belriti, je suis partenaire chez Juliette Sterwen. Comme Sabrina, j'ai un petit peu de bouteille sur le sujet de la dématérialisation. Donc, j'interviens depuis une vingtaine d'années aujourd'hui sur tous les sujets autour de la dématérialisation. Donc, on a mis en place les premiers systèmes de facturation électronique au début des années 2000. J'ai participé aussi à la mise en place des premiers projets de facturation électronique avec Chorus Pro. Et aujourd'hui, on accompagne les entreprises pour la mise en place de cette nouvelle loi de facturation électronique. Donc, peut-être un petit mot sur Juliette Sterwen pour ceux qui ne connaissent pas, donc très, très rapidement. On est un cabinet de conseil en transformation et en innovation. Notre métier, c'est d'aider les entreprises et les organisations, d'une part, à s'adapter et à tirer les opportunités des grandes mutations qu'on connaît aujourd'hui, qu'elles soient économiques, écologiques, numériques, sociétales, notamment les aidant à se transformer dans toutes leurs dimensions pour générer une croissance durable, et d'autre part, à les aider à trouver, par l'innovation, de nouveaux marchés, de nouveaux clients, de nouveaux positionnements, qui seront d'autant de relais de croissance et de business models qui permettront de consolider leur compétitivité et leur pérennité. Notre principal facteur de différenciation repose aujourd'hui sur une conviction sur laquelle on a créé Juliette Sterwen, donc que les transformations comme les innovations ne réussissent que lorsqu'on y intègre toutes les dimensions que je vous ai citées précédemment. Donc en 2015, on a rassemblé deux acteurs du conseil complémentaires, conseil business pour l'un et conseil sur l'humain pour l'autre, pour créer un modèle unique qu'on appelle chez nous, pour faire simple, business et people. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de communautés et d'expertises qui vont intervenir sur différentes problématiques, que ce soit de la transformation RH, de la transformation digitale de vos systèmes financiers, du risque et de la conformité, de la formation de dirigeants, et celle pour laquelle qui nous intéresse aujourd'hui, donc la dématérialisation et la digitalisation de process. Dernier petit mot sur Juliette Sterwen. Aujourd'hui, on intervient sur notre sujet, bien sûr. On intervient chez une trentaine de clients, donc pour la mise en conformité de leur système et de leur organisation vis-à-vis de cette loi autour de la facturation électronique. On travaille pour une dizaine de boîtes du CAC 40. Ce sont soit des énergéticiens, des gens dans le service, des grands distributeurs. Bon, voilà, on ne va pas citer les noms, mais je pense que vous voyez à peu près qui c'est. Enfin, pas mal de grosses ETI aussi et de très grosses PME. Voilà. Donc Sabrina, je te laisse peut-être reprendre le fil. Tout à fait. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de dresser en fait les principaux points sur lesquels les entreprises, d'une façon générale, devront faire attention pour réussir leur transformation et leur mise en conformité pour la facturation électronique. Alors, on essaiera de pas trop revenir, comme on l'avait déjà présenté lors du premier webinaire sur on va dire la théorie autour de la facturation électronique. L'idée, c'est vraiment de rentrer un petit peu plus en pratique
sur les différents points que vous devrez dérouler pour mener à bien votre projet. Donc effectivement, on a 9 points. Effectivement, sur en premier lieu, je l'aborderai un peu plus précisément sur les différentes compétences. On abordera différents points également sur tous les aspects organisationnels et métiers. Et puis enfin, une dimension un petit peu plus SI, autour des bases de données, autour des formats, autour des partenaires et des plateformes. Et puis ensuite, en dernier lieu, effectivement, pour pouvoir faire tout ça, comment vous allez pouvoir planifier votre roadmap. Donc, premier point, effectivement, quelles sont les compétences à mobiliser? Avant de commencer un projet, effectivement, il va falloir que vous puissiez regarder chez vous, quelles sont les équipes, les personnes que vous allez devoir mobiliser dans le cadre de ce projet pour le mener à bien. Et ça, effectivement, merci Sabrina, c'est, je pense, un des points les plus importants aujourd'hui pour votre projet. Parce qu'aujourd'hui, ça mobilise énormément d'acteurs internes et externes. Et ça, c'est un vrai retour d'expérience sur tous les projets qu'on a menés. Si on n'a pas des acteurs qui sont concernés par le projet, ça ne marche pas. Aujourd'hui, donc les 4 grands acteurs internes qu'on peut, enfin, qu'on met en général autour de la table, c'est l'équipe juridique et fiscale qui pourra répondre justement à toutes vos questions fiscales et à la TVA, qui pourront distinguer les différents types d'obligations que vous avez en fonction des typologies de factures, etc. On a besoin aussi des équipes comptables, qu'elles soient clients et fournisseurs, et on fait bien la distinction entre les deux parce que ce sont des processus qui sont complètement différents. On y reviendra tout à l'heure. Elles vous permettront d'une part d'identifier les typologies de factures, mais aussi les différents circuits de validation des factures. Donc ça, c'est aussi un point qui est très important. On a aussi besoin des équipes métiers pour pouvoir adapter justement l'organisation et les processus. Et quand on dit les métiers, donc on a les gens qui vont valider les factures, on a les gens qui vont faire les achats et ainsi de suite. Parce qu'on se rend compte que pour régler un certain nombre de problématiques organisationnelles, on aura besoin de ces personnes-là. Donc ça, c'est aussi un point qui est très important. Et aussi, enfin, la dernière dimension, donc, qui est l'équipe des systèmes d'information, qui vous permettra de mettre en conformité vos outils, que ce soit des outils internes, mais aussi aller chercher des outils externes, enfin, notamment les ERP, enfin, vos ERP comptables, vos ERP métiers, et aussi les PDP ou les opérateurs de dématérialisation dont parlera Sabrina un petit peu plus tard. Et puis on a aussi donc des acteurs externes à l'entreprise. On a en premier lieu l'expert comptable qui doit être pour les entreprises un vrai relais, que ce soit dans la communication et puis aussi dans la mise en conformité, en particulier pour les plus petites entreprises, mais pas que. On a les éditeurs de solutions logicielles, Mehdi en a parlé un petit peu juste avant. Effectivement, il va falloir nécessairement que les entreprises se rapprochent de leurs éditeurs, soit qu'ils ont déjà en interne, soit ceux qu'ils souhaitent avoir dans la mise en conformité. Et puis là, je ne pouvais pas faire autrement avec mon ancienne casquette de l'administration, où effectivement la DGFiP et la IFE, au travers des spécifications externes, mais aussi au travers des différents groupes de travail qu'ils ont mis en place, sont également un des acteurs dans la mise en conformité, parce que effectivement, ça fait un peu plus de 3 ans que l'administration travaille avec les entreprises dans le cadre de différents groupes, de façon à remonter tous les cas d'usage, toute la réalité du terrain, de façon à ce que la réforme puisse être alignée au maximum avec les pratiques des entreprises. Donc, si vous ne connaissez pas les spécifications externes, je vous engage à aller les consulter. Ce ne sont pas que des documents techniques, ce sont aussi des documents où vous allez trouver beaucoup d'informations sur le réglementaire, sur les cas d'usage, etc., etc. Et peut-être un dernier point avant de passer au slide suivant. On a vraiment besoin d'un sponsor. Enfin, effectivement, ça concerne plus les grandes entreprises, les grandes ETI et PME. On a besoin d'un sponsor très fort côté enfin, direction financière, parce que souvent c'est le bon niveau. Et dans l'équipe projet, on a vraiment besoin d'une équipe au moins bicéphale avec l'équipe juridique fiscale d'un côté et l'équipe DSI de l'autre. Et pourquoi pas un trium enfin, une sorte de trinité avec les équipes comptables. On a vraiment besoin de ces 2 ou 3 compétences et qu'elles soient vraiment très impliquées dans l'équipe cœur de projet. Voilà.
Alors maintenant, dans quel calendrier réglementaire? Alors là, ça va intéresser certains, même si maintenant je pense que l'information a pas mal circulé. Mais effectivement, un des premiers enjeux pour l'entreprise, ça va être de savoir à quel moment, quelles sont ces obligations, à quel moment elles vont être obligées de dématérialiser leurs factures. Alors, je vais passer assez vite sur l'ancien calendrier. Effectivement, hein, on avait un calendrier avec 3 phases de déploiement. Ce calendrier-là, effectivement, est reporté, hein. Il y a eu un communiqué de presse du ministère le 28 juillet dernier. Aujourd'hui, on ne connaît pas le nouveau calendrier, hein, on le connaîtra qu'en loi de finances en fin d'année. Toujours est-il, lors de la communauté des relais, le DGFiP et l'AIFE, et ça a été relayé via le Forum national de la facturation électronique, auquel Juliette Sterwen participe, où effectivement, on a pu avoir des premières ébauches, où effectivement, ils se disent, bon, bah, on pourra peut-être faire une phase pilote en 2025 et un déploiement courant 2026. Il y a des mois qui ressortent, mais je pense qu'il faut vraiment les prendre avec beaucoup de pincettes. Aujourd'hui, l'administration est encore en pleine réflexion, et tant que la loi de finances n'est pas sortie, je pense qu'il faut rester assez mesuré sur ces nouvelles dates. Tout à fait. Par contre, un point dont on a discuté avec plusieurs de nos clients qui ont déjà lancé, enfin, pour la plupart, leur projet de mise en conformité, c'est pas parce que la réforme a été reportée qu'il faut arrêter le travail qui a été fait. Au contraire, on était tous sur un calendrier qui était très serré, que ce soit d'un point de vue, spécification, choix d'une PDP ou d'un opérateur de dématérialisation. Donc à peu près tous les points là dont on va parler dans notre webinaire. Aujourd'hui, il faut surtout pas changer votre calendrier. Juin-juillet 2024, c'était demain. Mars 2026, c'est après-demain, mais ça arrive, n'empêche, très très rapidement. Ne serait-ce que si vous voulez faire un cahier des charges pour aller chercher une plateforme de dématérialisation partenaire ou un opérateur de dématérialisation, identifier l'ensemble de vos factures, de vos flux, faire l'analyse juridique et fiscale. Donc vraiment, tout ça, dites-vous que ça prend du temps. Euh, j'ai lu un post sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps, il y a 4 millions de sociétés qui doivent se mettre en conformité. Il va y avoir au maximum une centaine de PDP. Quand vous faites un calcul très rapide, ça fait plusieurs milliers de sociétés par PDP. On se rend compte qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde et qu'il va y avoir des calendriers qui sont très très serrés. Donc vraiment, mettez-vous en ordre de marche, n'arrêtez pas vos projets, continuez sur votre lancée. Alors, effectivement, bah, vous allez me dire, bah, c'est quoi une grande entreprise? C'est quoi une ETI? C'est quoi une PME-TPE? Bon, je ne vais pas forcément dérouler la slide dans sa finesse. Je pense que ce qu'il faut retenir ici, c'est à quel moment, parce qu'une société évolue, une société embauche, une société voire diminue son personnel. Et donc, effectivement, ça va être par rapport à son chiffre d'affaires et le nombre de personnes dans l'entreprise. Oui, mais à quelle date? L'administration a indiqué qu'effectivement, c'était à partir du dernier exercice clos au 30 juin 2023. Est-ce que cette date va évoluer au regard du report de la réforme? Ça, c'est une question aujourd'hui qui n'a pas encore de réponse. J'imagine que la DGFiP pourra y répondre au cours de la fin d'année. Il y a peut-être juste une petite précision à apporter. Comme l'a dit Sabrina, la taille de l'entreprise est appréciée au niveau de chaque personne juridique, sauf si bien sûr vous êtes assujetti unique. Et à ce moment-là, c'est l'ensemble du critère, que ce soit en termes de bilan, en termes de nombre de personnes, etc., qui va venir s'apprécier. Voilà. C'était une petite précision sur ce sujet. Alors maintenant, bah, quelles sont vos obligations? Alors, on va repartir un petit peu de la théorie quand même, mais assez rapidement, on va essayer d'aller sur des cas pratiques pour pouvoir répondre à vos différentes interrogations. Déjà, effectivement, vous êtes une entreprise française assujettie à la TVA, établie en France. Vous allez devoir regarder sur quels sont vos clients, quels sont vos fournisseurs et où est-ce qu'ils sont.
Effectivement, est-ce qu'ils sont dans les dom-toms? Est-ce qu'ils sont en France? Est-ce qu'ils sont en Europe? Est-ce qu'ils sont à l'étranger? Donc, toute cette réflexion-là, vous allez l'avoir tout au long, en fait, de vos processus de mise en conformité, de savoir, pour savoir effectivement quel est le récepteur, quel est l'émetteur de la facture, de façon à voir quelles sont les obligations. Est-ce que ça va être du e-invoicing? Est-ce que ça va être du e-reporting? Alors, je vais y venir un petit peu plus précisément, mais effectivement, bon, je pense que si vous êtes connecté au webinaire, c'est que vous avez déjà un petit peu d'informations sur la facturation électronique. Mais effectivement, on parle souvent du B2B, donc entre assujettis à la TVA établis en France. Et puis, on a également du B2C, donc vers un consommateur final. Donc là, ça va être du e-reporting. Et puis, vers le B2B international, donc vers une entreprise étrangère. Et là, ça va être du e-reporting. Et puis, souvent, on oublie, mais la dématérialisation des factures, on l'a déjà en réalité d'une façon obligatoire pour le B2J, donc des entreprises vers le gouvernement, via la solution Chorus Pro. Donc, pour ça, pour ceux qui, si jamais vous dématérialisez déjà vos factures sur le B2J via la solution Chorus Pro, via un opérateur de démat potentiel, à ce moment-là, quels vont être les grands changements pour vous? Ils vont être à différents égards. Déjà, vous garderez votre login et votre mot de passe, ça c'est à peu près certain. Ça va être globalement le même portail. Vous aurez qu'un seul point d'entrée, que ce soit pour vos factures effectivement, enfin, si vous utilisez le portail public de facturation, ça sera le même point d'entrée à la fois pour vos factures B2J que pour le reste. Par contre, effectivement, en 2015, quand a été instaurée cette obligation, j'en reparlerai un petit peu après, mais certaines normes européennes n'existaient pas. Et donc, de ce fait, les formats des flux sont très différents. Donc, vous serez obligé de vous conformer au nouveau format des flux, que ce soit pour le B2J et pour le B2B. Bon, une fois qu'on a dit ça, effectivement, ça ne nous avance pas beaucoup sur le invoicing et sur le e-reporting. Donc, sur le e-invoicing, c'est quoi? Effectivement, ça va être toutes les livraisons de biens, des prestations de services qui sont situées en France. Alors là, on sort les grands mots avec des noms d'articles, etc. Oui, enfin bon, c'est pas très parlant pour le commun des mortels, hein. Effectivement, avec les articles 258 à 259D, c'est pas très limpide. On va avoir également, par contre, dans le invoicing, tout ce qui est exonéré en application de certains autres articles. C'est pareil, c'est pas hyper limpide, mais ça veut dire quoi? C'est quoi ces opérations exonérées? Alors peut-être que vous maîtrisez parfaitement ces différents articles, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et puis on va avoir également les acomptes, évidemment. Et puis les livraisons qui vont être réalisées entre assujettis pour les livraisons aux enchères, les biens d'occasion, les œuvres d'art, les objets de collection. Donc ça, c'est le invoicing, 2 assujettis à la TVA établis en France. Oui, mais effectivement, pardon, je t'en prie. Pardon. Et peut-être, avant de rentrer dans les questions qu'on a reçues en préparation de ce webinaire, c'est juste encore une petite précision. Pour une même entité juridique, par exemple, vous pouvez être un retailer, par exemple, qui achète de la matière première à l'étranger, qui importe en France et fabrique en France. Vous pouvez être toujours ce même retailer qui achète à façon depuis l'étranger, puis revend à une place de marché domiciliée à l'étranger, en Hollande par exemple, et qui elle-même fait de l'autofacturation. Donc on se rend compte que les possibilités sont juste, pas énormes, mais énormes. Il y a pas mal de possibilités en termes d'obligations. Donc pour une même entité juridique, il faut vraiment que vous fassiez ce travail, et on y reviendra un petit peu dans les slides d'après, pour justement dire où est-ce que vous vous situez dans la chaîne. Voilà, donc parmi les questions qu'on a reçues, typiquement, est-ce que les entreprises françaises assujetties à la TVA avec une franchise en base sont-elles exonérées de e-invoicing? Sabrina, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ce sujet? Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, ils ne font pas de TVA, alors pourquoi ils seraient obligés d'être dans l'obligation? Si, effectivement, les opérateurs qui bénéficient de la franchise en base vont être obligés, sont soumis à la facturation électronique parce qu'ils sont assujettis, malgré tout.
Par contre, effectivement, s'ils ne font, et on y reviendra un petit peu après, si leur facture ne relève que du dispositif d'exonération au sens des articles 261 et suivants, à ce moment-là, non. Mais effectivement, sinon, ils sont bien obligés de dématérialiser leur facture. Alors, autre question, quelles sont les opérations exonérées en e-invoicing? Ben, on en a parlé plusieurs fois, mais on a dit et non article. Alors, encore une fois, c'était pas très parlant. Euh, Effectivement, il y a des opérations qui bénéficient d'une exonération de TVA. On va pouvoir avoir tout ce qui est dans le domaine de la santé, les prestations d'enseignement et de formation, les opérations immobilières, les opérations aussi qui sont réalisées avec des associations à but non lucratif, tout ce qui est opération bancaire et financière, tout ce qui est assurance et de réassurance. Donc, effectivement, on a quand même quelques opérations. Donc là, il va falloir, effectivement, quand vous allez rentrer dans votre conformité, essayer de voir est-ce que dans vos factures, vous avez effectivement des factures qui rentrent dans le cadre de cette exonération. Il va falloir vraiment faire cette cartographie de façon à bien être certain quel est le périmètre de l'obligation, qu'est-ce que je dois forcément dématérialiser. Et effectivement, enfin, on a plusieurs clients dans la banque, par exemple. Une certaine partie des opérations sont exonérées, mais pas toutes, hein. Donc, et en tant que banque, vous avez aussi des factures d'achat, et cetera. Donc tout ça, ça fait partie de vos obligations aussi. Alors, ça, c'est une question qui revient très, très, très souvent parce que je pense que c'est la partie qui est la moins comprise aujourd'hui, dans le cadre de la réforme. Quel est aujourd'hui, Sabrina, le périmètre exact du e-reporting? Donc, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais effectivement, on va avoir plusieurs choses dans le e-reporting. C'est un petit peu pas fourre-tout, mais on mélange un petit peu les choux et les carottes dans le e-reporting. C'est pour ça, je pense que c'est pas forcément toujours compris par l'ensemble des entreprises. On va d'abord avoir toutes les opérations en B2B international. Donc, tout ce qui n'est pas assujetti à la TVA en France, tout ce qui est international, dans ces cas-là, vous ferez du e-reporting. Également, tout ce qui est facture vers des consommateurs finaux. Pardon. Et puis, toutes les données de paiement. Donc, tout ça, vous allez devoir faire du e-reporting. Bah oui, mais c'est quoi du e-reporting? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois envoyer ma facture? Ben, pas forcément, parce qu'effectivement, dans le e-reporting, l'objectif, c'est pas d'envoyer par exemple, au consommateur final ou à l'entreprise internationale sa facture. Ça, l'obligation ne vous le dit pas. Effectivement, l'objectif, c'est uniquement pour la DGFiP, pour l'administration fiscale, d'avoir à échéance régulière, en fonction de votre régime fiscal, vous avez différentes échéances, de façon à recevoir ces informations. Elles peuvent être également, je dirais, agglomérées, concentrées en fonction de la période. L'administration ne demande pas les factures en tant que telles sur le e-reporting. Elles veulent simplement un certain nombre de données qui lui permettront ensuite de faire du pré-remplissage de la déclaration de TVA. Donc, elle a besoin de ces informations-là. Par contre, effectivement, si vous passez par un opérateur de démat ou une plateforme de dématérialisation partenaire, effectivement, et qu'ils proposent dans leur service à valeur ajoutée d'envoyer au destinataire, consommateur final ou entreprise étrangère la facture, là, c'est totalement possible. Et dans ces cas-là, effectivement, sera envoyée la facture au PPF de façon à agglomérer les données. Mais effectivement, voilà, l'administration fiscale ne le demande pas. Et justement, enfin, par rapport à ce sujet du e-reporting, et là, c'est vraiment un retour d'expérience sur les différents projets qu'on a pu mener. Je pense que le décalage de la réforme est vraiment le bienvenu parce que, comme je l'ai dit en introduction, c'est un point qui était assez mal abordé par les entreprises, mais aussi par les éditeurs et aussi par les prestataires qui sont, enfin, les aspirants PDP, parce qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'immatriculation des PDP. À savoir, est-ce que c'est eux qui génèrent ce e-reporting à partir des factures que vous leur envoyez, donc dans le cadre de leur service à valeur ajoutée? Est-ce que c'est votre ERP financier qui va générer le e-reporting? Sous quel format, sous quelle fréquence et ainsi de suite? Donc tout ça n'est
pas complètement limpide. Aujourd'hui, les champs du e-reporting sont décrits dans les spécifications externes, mais par contre, la constitution et l'envoi de celui-ci n'est pas complètement bien comprise par tous. Donc, il y a vraiment dans les ateliers que vous allez faire, que ce soit avec vos fiscalistes, mais aussi avec la DSI, en lien bien sûr avec vos intégrateurs ou prestataires, bien faire attention à qui est-ce qui fait, qui est-ce qui génère ce e-reporting, sous quel format et qui est-ce qui l'envoie à quelle fréquence. Voilà. Et par ailleurs, effectivement, il y a beaucoup de remontées de la part des fédérations et autres pour que le e-reporting, dans le cadre du report, soit un peu descopé du invoicing. C'est une demande assez forte, effectivement, de l'ensemble un peu de l'écosystème. Bah, dans un monde idéal où on se dit que si par exemple vous passez par une PDP et vous lui envoyez toutes vos factures, elle reçoit, enfin toutes vos factures entrantes, sortantes, tous vos tickets de caisse et qu'elle-même fasse l'extraction à condition que vous lui donnez les différents, enfin les bonnes classifications en disant bah, telle facture c'est du B2B international, telle facture c'est du B2B domestique et ainsi de suite. Normalement, dans ce monde idéal, la PDP serait en capacité de faire l'extraction pour vous et tout marcherait sans problème. Mais dans tous les ateliers qu'on fait aujourd'hui, on se rend compte à quel point déjà c'est difficile d'avoir la distinction claire entre ce qui est vraiment du B2B domestique, international, etc. Tout n'est pas simple en termes d'extraction. Donc il y a vraiment un gros travail de préparation de votre part qui va s'imposer. Vraiment, il n'y a pas le choix. Alors, toujours dans les questions qu'on a reçues, je suis une entreprise établie en France. Je vends des biens stockés hors UE, livrés en France à un autre assujetti établi en France. Est-ce que je suis dans le champ de la transmission de données de transaction, donc dans le cadre du e-reporting? Alors non, effectivement, on va pas l'être. Pourquoi? Là, dans ce cas-là, qui est un peu un cas particulier, mais pas tant pour beaucoup de grandes entreprises, on va avoir en fait 2 opérations. On va avoir d'abord la première opération qui est la vente par la première entreprise et l'importation, par la seconde. Le transfert en fait de biens stockés, hors de l'UE ne figure pas en fait dans la liste des opérations soumises à la transmission des données de transactions, le e-reporting. S'agissant de l'importation, elle ne figure pas non plus à l'article 290. Donc, elle est bien hors du champ d'application de la transmission des données de e-reporting. L'ensemble, en fait, de cette opération est donc complètement hors du champ du dispositif et elle n'entre pas non plus dans le champ de la facturation électronique et invoicing. Donc, non. Quelles sont les entreprises non établies en France qui doivent transmettre les données de e-reporting à l'administration fiscale? Donc ça, c'est vraiment une question spécifique parce qu'on parle des non assujettis. Alors, les entreprises étrangères, en fait, qui vont réaliser des opérations qui vont être situées en France à destination de d'autres personnes assujetties non établies en France, ou alors de personnes non assujetties tout court, sauf celles qui ont été inscrites au guichet unique européen de TVA. Dans ces cas-là, effectivement, une entreprise qui n'est pas établie en France n'est pas soumise à l'obligation de transmission des données de transaction, donc tout ce qui est B2B international, en qualité d'acquéreur. Mais sinon, effectivement, oui. Écoute, merci pour toutes ces précisions. Alors, je vois juste une question sur Oui. le chat. Est-ce que VIDA va changer cela dans l'Union européenne? Écoutez, on espère. VIDA, c'est le projet européen sur la déclaration de la TVA qui devrait arriver, on l'espère, en 2027 de 2028 et qui vise à avoir des déclarations de TVA en quasi temps réel à l'échelle européenne. Normalement, on devrait avoir, et on l'espère, des flux qui sont transmis en temps réel, avec les informations en temps réel. Et du coup, toutes ces questions d'assujettis, non assujettis, bon, devraient disparaître au fur et à mesure. Mais il faut pour cela que l'ensemble des pays de l'Union soient déjà aussi sous plateforme dématérialisée, que les plateformes dématérialisées discutent entre elles. Donc on n'y est pas encore. On l'espère, mais on n'y est pas encore. Mais effectivement, ça fait partie, nous, des projets qu'on suit de très près, ne serait-ce qu'en termes de veille fiscale et technologique.
Donc sur le sujet, justement de quelles sont les clés pour la réussite de votre projet? Il y a bien sûr l'identification des factures que vous traitez. Et ça, c'est un point qui est très important parce qu'il va falloir que vous cartographiez les flux entrants et sortants, car souvent, ce sont des systèmes et des processus différents qui s'appliquent. Les factures, entrantes, bon, elles sont vous voyez à peu près, ce que c'est. Il peut y avoir, des factures d'acompte, des situations de travaux, des factures de sous-traitance, des factures, de de stock, etc. Et les factures sortantes, ce sont vraiment les factures que vous émettez vers vos clients et dans ce cas-là, vous avez les factures B2B et les factures B2C, donc vers des personnes, physiques. Il faut distinguer les différents types de factures, donc ça, c'est aussi un point assez important. Donc est-ce qu'on est sur des factures d'achat? Est-ce qu'on est sur des comme je vous ai dit tout à l'heure, des situations de travaux, des factures de sous-traitance? Donc ça permet aussi de classifier les factures et de voir aussi quelles sont les typologies de process que vous avez derrière. Ensuite, pour chacune de ces factures, il faut que vous identifiez le cadre réglementaire et la TVA pour ces différentes typologies. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un acompte, dans le cadre d'autoliquidation, dans le cadre de sous-traitance et ainsi de suite? Parce que en fonction de ce cadre réglementaire, vous allez avoir des cas d'usage dans le cadre des spécifications de la DGFiP qui vont venir s'appliquer. Et ça, c'est un point qui est très important parce que quand vous faites des factures d'acompte, par exemple, et que vous faites la facture suivante, il va falloir que vous fassiez une référence à cette facture d'acompte. Voilà. Donc ça, ne serait-ce que ça, c'est un point qui est assez important. Quand vous faites une facture de sous-traitance, est-ce que vous mettez tous les sous-traitants ensemble? Comment est-ce que vous déclarez votre sous-traitant dans le cadre de la facture principale? Et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des points qu'il va falloir que vous traitiez, que ce soit avec votre fiscaliste ou avec vos comptables. Donc là, ça dépend de la taille de votre entreprise ou comment est-ce que vous êtes structuré. Mais nous, on vous recommande très fortement d'être accompagné et là, bon, ça vaut peut-être, bien sûr pour les grandes entreprises parce qu'effectivement, on a un prisme qui est peut-être un peu biaisé, dans notre approche parce que comme je vous l'ai dit en introduction, on travaille énormément avec, des grandes entreprises et des grosses, ETI, PME. Donc il faut vraiment vous rapprocher de votre fiscaliste, ou de votre juriste. Il y a aussi un point, dont il faut vous assurer, c'est est-ce que toutes les mentions légales sont bien présentes sur vos factures? Et ça, je vous le dis vraiment et c'est encore un retour d'expérience. Heu, Quand on fait nos cartographies des flux et des factures, qu'elles soient entrantes ou sortantes, on se rend compte que chez un certain nombre de nos clients, il manque des factures, enfin des mentions légales sur les factures. Donc, que ce soit un oubli, ou juste un manque de conformité par rapport à la loi, on se rend compte qu'aujourd'hui, il manque un certain nombre de mentions. Donc toutes les mentions légales ont été aujourd'hui, décrites dans le cadre des spécifications. Donc, il y a des mentions légales qui sont attendues au démarrage de la réforme et des mentions qui sont attendues dans le cadre de la cible, et tout ça, c'est des points qu'il va falloir, voilà, vous mettre en conformité par rapport à ça. Juste pour rappel, heu, pour vos factures sortantes, les nouvelles mentions qui sont obligatoires sont le SIREN de votre client, le type de prestation. Est-ce que, c'est une prestation de livraison de biens, de services ou mixte? La taxe d'après les débits, et est-ce que vous avez l'adresse de livraison à la ligne? Donc ça veut dire pour chacune des lignes de votre facture, il faudra que vous ayez une adresse de facturation. Voilà, donc ça fait partie des nouvelles mentions. Il faut que vous fassiez aussi attention, à la devise. Est-ce que, toutes vos factures sont en euros? Est-ce qu'il y a de la devise locale? Comment est-ce que vous faites pour gérer le taux de change, et ainsi de suite? Est-ce que vous avez des pièces jointes avec vos factures? Est-ce que vous avez quelles sont les typologies de factures? Donc ça, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que c'est des ventes, domestiques, de la livraison, intra? De l'export et ainsi de suite, parce que ça vous donnera aussi un cadre de TVA. Est-ce que vous avez des particularités? Heu, Est-ce que vous avez des factures qui sont faites manuellement? Est-ce que toutes vos factures sortent depuis vos ERP et ainsi de suite? Voilà, donc ça fait partie vraiment des questions qu'il faut vous poser, et il faut aussi vous poser la question, de qui génère la facture et
comment est-ce que vous faites pour envoyer votre facture? Parce que même si aujourd'hui, et demain pardon, vous allez envoyer des factures directement, via le portail public de facturation ou via, une PDP ou un opérateur de dématérialisation, vous aurez toujours les factures, à l'international qu'il faudra générer. Donc ça, il ne faut pas l'oublier et qu'il faudra envoyer, manuellement. Bon, on espère par mail, ou par PDF à vos fournisseurs, à vos clients, pardon. Donc ça, ce sont des genres de choses qu'il ne faut pas oublier. Et le dernier point qui est important, donc qui est le point numéro 5, donc c'est bien sûr rapprocher vos typologies, à vos cas d'usage, qui sont pardon, spécifiés par la DGFiP. Donc nous, chez JS, on a mis en place, une méthodologie, qui est éprouvée. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a une trentaine de projets, qui nous ont permis justement, d'allier, une méthodologie qui permet de recenser l'ensemble des points que j'ai évoqués précédemment, et qui permet aussi de faire le lien avec les spécifications. Bon, je dis pas que les spécifications, sont imbitables. Enfin, il y a peut-être une centaine de pages, mais voilà. Enfin, aujourd'hui, moi, c'est mon livre de chevet, mais on a fait une extraction, pardon, qui permet justement de ne plus avoir à rentrer dans les spécifications enfin voilà, faire vos rapprochements. Donc aujourd'hui, on a des grilles de lecture qui vous permettent vraiment d'accélérer vos projets, que vous soyez dans le retail, dans l'énergie, dans la banque, dans le service. Et comme je l'ai dit, donc aujourd'hui, on a plus de 30 clients sur les sujets. On passe au 5e point. Il va falloir effectivement identifier les différents canaux de distribution. Alors pour savoir où est-ce qu'on va, il va falloir savoir d'où on vient. Donc effectivement, ça c'est un peu d'ailleurs sur tous les items que l'on vous présente. Il faut toujours faire un peu un état des lieux déjà de différents canaux d'envoi des factures et de réception de vos factures. Donc, qu'il soit en papier, qu'il soit par mail aujourd'hui, qu'il soit en EDI, en API ou via des différents portails. Effectivement, la maturité numérique peut être à la fois très différente d'une entreprise à l'autre, mais même à l'intérieur même de l'entreprise, où effectivement, par des systèmes de rachat d'entreprise, etc., on se retrouve avec une multitude d'outils et une maturité numérique très différente dans l'entreprise, pardon. Donc, une fois qu'on a fait cet état des lieux, ça va nous permettre de savoir un peu quelle est la volumétrie des factures sur les différents canaux. Et ensuite, on va pouvoir regarder où est-ce qu'on veut aller dans le cadre de la dématérialisation. Alors effectivement, le papier, on oublie à partir du moment où on sera dans l'obligation, mais effectivement, on a quand même différents canaux. On peut avoir, parce que on a peu de volume sur une partie, toute ou partie de notre activité, choisir de faire de la saisie en ligne via des portails, que ce soit sur le PPF, via un opérateur de démat ou sur une plateforme de démat partenaire qui le proposerait. Ou alors, on est numériquement un petit peu plus mûr et puis on a une volumétrie de facture un petit peu plus importante. Et là, on peut faire soit en mode service, dit en mode API, ou alors via des flux EDI. Donc ça, il y a différents canaux qui sont possibles. Et on a également un dernier qui est le dépôt PDF. On y reviendra un petit peu après, mais effectivement, l'administration accepte pendant un temps donné que les entreprises puissent déposer en PDF sur leur plateforme ou via leur opérateur de démat la facture au format PDF. Mais ça ne sera pas possible sur le long terme. Aujourd'hui, l'administration nous indique que c'est jusqu'à fin 2027. Encore une fois, il y a des questions qui se posent avec ce report de la réforme. Est-ce que cette date va être reculée par rapport au report ou est-ce qu'ils vont la maintenir? Ça, c'est une réponse que l'on aura, j'espère, en fin d'année. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus donc dans la partie SI et sur la vérification des bases de données. Effectivement, c'est vraiment
en réalité, la mise en conformité est un vrai sujet data. Donc, c'est vraiment le point clé pour moi que l'entreprise doit vraiment mettre des forces, c'est sur ces données. Elle va devoir s'assurer effectivement d'un bon niveau de qualité de données existantes. Mais avant de s'assurer de la qualité des données, il va falloir savoir où elles sont. Donc ça, c'est la première étape. L'entreprise, vous allez devoir savoir où sont vos données. Une fois que vous savez où elles sont, il va falloir s'assurer de la qualité. Et c'est souvent là que le bas blesse, notamment sur les différents référentiels fournisseurs, etc., aux clients, où effectivement, on peut avoir des qualités qui peuvent être un peu hétérogènes. On va devoir aussi produire toutes les informations qui sont obligatoires. Déjà, on a 4 nouvelles données. Mehdi en a parlé tout à l'heure. 4 nouvelles données qui vont devoir être sur les factures. Mais même au-delà de ça, on a pu voir que les entreprises, parfois, soit par méconnaissance, soit par des problématiques outils, ne mettaient pas forcément toutes les informations obligatoires sur leur facture. Ça, demain, ça ne pourra plus passer parce qu'effectivement, il y aura des contrôles automatiques de conformité qui feront que ça ne pourra pas passer. Donc, il faut s'assurer dès le début qu'effectivement, est-ce que j'ai bien toutes mes données? Où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont de qualité? Et puis, une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis en place ça, déjà, c'est un très gros travail. Il va falloir mettre en place une gouvernance de la donnée. Pourquoi? Parce que, effectivement, tout ça, ça va évoluer dans le temps. Et pour garder ces données de qualité, il va falloir mettre en place toute cette gouvernance pour s'en assurer. Et justement, par rapport à ça, s'assurer déjà de la qualité des données existantes, aujourd'hui, on se rend compte que sur les données fournisseurs, ça va à peu près. Et quand je dis ça va à peu près, bon, il y a quand même du travail. Sur les bases de données clients, c'est là que le bas blesse assez souvent, notamment parce que, enfin, on avait on n'a jamais mis beaucoup d'efforts sur la partie éditique et édition des factures clients. Demain, vous serez dans l'obligation de faire un rattrapage de vos bases de données. Donc, comme l'a dit Sabrina, donc, pour ce faire, soit vous le faites manuellement, ce qui peut être assez fastidieux, mais vous pouvez aussi faire appel donc, soit aux opérateurs de démat, soit au PDP, mais soit aussi à des opérateurs tiers comme Altares, par exemple. Enfin, il y en a d'autres qu'on peut citer, qui sont aujourd'hui en capacité, enfin, dans le cadre de leur service à valeur ajoutée, euh, d'aller faire de l'ajout et de l'alimentation et de la complétion de données. Vous leur donnez par exemple le sirène d'un client et ils vont aller vous récupérer toutes les informations à jour et vous les envoyer pour que vous puissiez les réinjecter dans votre base. De la même manière, pour vos fournisseurs, vous donnez un sirène et ils vont vous rajouter toutes les informations dont vous avez besoin. Et c'est d'autant plus important que, Sabrina a commencé à en parler, il y a tout un tas de contrôles automatiques qui vont s'appliquer à l'arrivée de vos factures et il faudra que vous définissiez quels sont les contrôles que vous voulez mettre en place aussi quand vos factures arrivent. Typiquement, si demain, un fournisseur que vous ne connaissez pas vous envoie une facture, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous acceptez sa facture ou est-ce que vous la rejetez? Donc ça fera partie des contrôles que vous pourrez mettre en place avec votre opérateur de démat ou avec votre plateforme de dématérialisation partenaire. Donc, et si vous n'avez pas la donnée qui va bien dans votre base de données, ça c'est typiquement le genre de contrôle que vous ne pourrez pas réaliser. Et aujourd'hui, on se rend compte vraiment, et c'est pas pour noircir le tableau, voilà, 95% des bases de données clients sont pas au niveau et on va dire 70%, et je suis gentil, des bases de données fournisseurs doivent être revues. Maintenant qu'on sait par quel canal on va passer, imaginons, on va devoir s'intéresser au format. Donc là, on en a plusieurs. L'administration nous dit quoi? Qu'une facture dématérialisée, c'est une facture au format structuré. Bon, modulo l'exception pour les formats PDF pendant un temps. Oui, mais quel format? Il y en a plein qui existent depuis fort longtemps. Elle nous dit, la deuxième chose, c'est qu'ils doivent tous être conformes à la norme européenne EN 16931. Ça, c'est le gros mot de la journée. Donc, effectivement, cette norme-là, elle a l'avantage d'être européenne. Donc, notamment dans le cadre du projet VIDA, ça pourra nous aider de partir directement sur ces formats qui sont normés. L'administration en retient 3, elle retient l'UBL, le C2I et le Facturix. Oui, mais effectivement,
l'administration n'a pas inventé la dématérialisation des factures. Il y a des sociétés, ça fait plus de 30 ans qu'elles font de la dématérialisation des factures, avec des formats qui peuvent être très différents. Donc, pour les entreprises qui souhaitent garder leurs anciens formats, on pense à l'Edifact, mais il y en a plein d'autres. Dans ces cas-là, effectivement, elles devront nécessairement passer par une plateforme de démat partenaire, à la fois à l'émission et à la fois à la réception, sauf si sa plateforme fait une transcodification dans un des formats de la norme. Mais effectivement, le portail public, lui, n'acceptera que ces 3 formats. C'est quoi ces 3 formats? Alors les 2 premiers, UBL et C2I, c'est vraiment des formats structurés assez classiques. Et le 3e, FactureX, si vous ne le connaissez pas, c'est un format dit mixte, c'est-à-dire que c'est un PDF qui incorpore des données structurées à l'intérieur. Il a un avantage, c'est d'avoir un lisible direct. C'est le PDF, il y a un lisible. Ceci étant dit, même pour l'UBL et le C2I, le fournisseur doit se mettre en capacité de fournir un lisible à la personne à qui il envoie la facture. Donc, de toute façon, côté réception, côté client, vous aurez de toute façon un lisible. Le PDF, je ne vais pas y revenir, j'en ai déjà plusieurs fois parlé. Enfin, pour le e-reporting, là, on est sur un format un peu plus propriétaire, effectivement, de l'administration, parce que c'est quelque chose qui n'existe absolument pas par ailleurs. L'idée, c'était pas d'avoir toutes les données dans ce flux de e-reporting. Donc, effectivement, c'est un format propriétaire que vous retrouvez dans les spécifications externes. Et justement, et là, on se rend compte de la difficulté de produire en fait ces formats. Il y a plusieurs sources possibles pour les produire à l'intérieur de votre système d'information. Donc, soit c'est votre ERP comptable qui va le faire. Donc, bon, on va faire comme à la télé, on va en citer plusieurs. Soit vous avez du Sage, du Oracle et du SAP par exemple. Donc, il faut que vous vous rapprochiez de votre intégrateur ou de votre éditeur pour savoir où lui-même en est dans sa roadmap pour produire comment dire, le facture X ou le UBL ou le C2I. Sinon, vous avez certains clients qui vont créer une sorte de plateforme de médiation qui va réceptionner des flux qui proviennent de plusieurs ERP. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous, on a des clients qui peuvent avoir jusqu'à une centaine d'ERP. Donc, et dont certains sont assez anciens et ne sont pas en capacité aujourd'hui de fournir un de ces 3 formats. Donc, ils vont construire une plateforme en plus qui va agréger des données et qui va créer du facture X, par exemple. Sinon, vous avez une 3e possibilité, c'est que ce soit votre PDP ou votre opérateur de dématérialisation qui le crée. Mais auquel cas, il faut que vous produisiez toutes les informations pour qu'eux-mêmes puissent générer le bon format. Parce que, imaginons que vous le donniez à un aspirant PDP, une future PDP maintenant, et qui manque des informations pour former le bon XML, ils seront dans l'incapacité de créer un facture X. Donc ça, il faut que vous l'ayez vraiment bien en tête, et ça rejoint le point précédent. Ce projet est aussi un projet de données. Et si vous n'avez pas la bonne donnée, vous ne serez pas en capacité de construire vos flux. Et maintenant, il va falloir choisir ses partenaires. Maintenant, c'est bon, on a l'équipe projet, on a fait la cartographie des flux, on a vu les différents canaux, on a vu les formats. On a tout. Maintenant, il va falloir choisir vos partenaires. Peut-être que vous les avez déjà, peut-être que vous voulez les changer, peut-être que vous n'en avez pas. Donc, effectivement, en fonction de la taille de votre entreprise, de la volumétrie de facture dont on a parlé tout à l'heure, en fonction effectivement des outils comptables dont vous avez besoin, les services à valeur ajoutée dont vous avez besoin, les outils que vous avez déjà ou ceux que vous voulez obtenir, et puis aussi votre maturité numérique. En fonction de tout ça, vous allez devoir faire des choix. Vous allez faire des choix sur quoi? Soit vous utilisez le portail public de facturation, mais vous avez un ERP, etc., qui est opérateur de démat, donc dans ces cas-là, il pourra se raccorder.
soit vous choisissez une plateforme de démat partenaire parce qu'elle a des services à valeur ajoutée qui vous intéressent et qui vous permet de potentiellement même dématérialiser au-delà des factures, d'avoir vraiment un processus de bout en bout, par exemple, ou qui vous propose de l'archivage, ou qui vous propose des systèmes de relance, de recouvrement, etc., etc. Dans ces cas-là, vous devrez choisir une plateforme de démat partenaire. Potentiellement, vous pouvez avoir votre ERP qui est derrière votre plateforme de démat partenaire. Donc, c'est ce qu'on appelle des opérateurs de démat. Donc là, en fait, l'opérateur de démat, il est forcément raccroché à une plateforme, soit la PDP, soit le PPF. Pareil, si vous faites le choix, par exemple, de passer par la PDP X, c'est pas parce que vous avez fait ce choix-là que tous vos clients ou tous vos fournisseurs vont devoir faire le même choix. Vous avez vraiment la liberté de choix, de choisir votre plateforme. Alors, il y a une petite, pas exception, mais il y a quand même des particularités où effectivement, par exemple, si vous choisissez de conserver des formats non, enfin qui ne font pas partie des trois formats du socle, dans ces cas-là, effectivement, vous serez obligé, en tout cas, que les différentes plateformes se mettent d'accord sur ce format. Donc, exception cela, exception également sur certains cas d'usage qui nécessitent un nombre X de workflows et de tiers. Mis à part tout ça, effectivement, vous avez quand même ce choix de plateforme. Aujourd'hui, Mehdi l'a dit tout à l'heure, hein, les plateformes de démat partenaires, il n'y en a pas encore. Elles sont en train de déposer leur dossier pour certaines auprès du service d'immatriculation. La DGFiP indiquera au fur et à mesure des immatriculations la liste des PDP sur son site internet. Toujours est-il, c'est la même question, et avec le report de la réforme, à quel moment on va avoir les premières PDP immatriculées? Pour l'instant, on ne le sait pas. On n'a pas de calendrier, mais je ne doute pas que l'administration nous revienne également sur quelque chose un peu plus concret d'ici la fin d'année. Et donc par rapport au choix des partenaires, sur la taille d'entreprise, bon, aujourd'hui, les grandes entreprises, on va dire les grandes ETI, les grandes PME, vont plutôt s'orienter vers des PDP. C'est un choix, enfin voilà, qu'on remarque aujourd'hui chez la quasi-totalité de nos clients. À ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup qui vont passer directement par le PPF. Je crois savoir qu'Orange va créer un service pour se connecter directement et pouvoir déposer sur le portail public de facturation, mais ça reste à confirmer. Sur la volumétrie de factures, aujourd'hui, nous, on a mis ça à peu près entre 80 000 et 100 000 factures reçues et ou émises. C'est pas un chiffre qu'on a mis comme ça, c'est juste, justement, on a remarqué chez nos clients, en général, quand vous avez plus de 80 000 factures, c'est que vous avez commencé à vous structurer, vous avez des workflows de validation, vous avez un certain nombre de choses. Donc, vos capacités informatiques sont déjà plutôt avancées et donc vous avez la maturité aussi pour aller vers une plateforme avec plusieurs services ajoutés, à valeur ajoutée. Sur les outils comptables ou ERP, ça c'est aussi une question qu'il va falloir vous poser parce que aujourd'hui vous avez énormément de choses qui vont se passer dans les roadmaps des outils comptables et des ERP. Tout à l'heure, je parlais de SAP, mais vous avez aussi des ERP métiers qui vont, que vous utilisez, pardon, tous les jours et qui vont proposer des services d'opérateurs de dématérialisation, par exemple. Vous avez des PDP qui vont vous proposer de faire la compta analytique directement dans leur système, alors que d'autres ne le proposent pas. Vous avez des PDP qui vont vous proposer de faire et de passer tous vos achats à l'intérieur de leur plateforme. Idem, quand je dis PDP, ça vaut aussi pour les opérateurs de démat. Donc ça fait partie de toutes les questions qu'il va falloir que vous vous posiez dans le cadre de votre projet informatique et vous dire, en fonction de mes besoins, parce que c'est aussi ça qu'il faut vous poser comme question, faut partir de vos besoins et vous dire, qu'est-ce que je suis capable de faire en interne, qu'est-ce que je dois externaliser, qu'est-ce qui est propre chez moi, et des fois, il faut aussi être très pragmatique. Enfin, nous, on a un client qui est semi-public et qui doit sortir tout un tas de factures. Aujourd'hui, ils savent que dans un premier temps, ils sont vraiment en difficulté pour sortir du facture X ou de l'UBL ou du C2I. Donc ils se disent, c'est quelque chose que je vais externaliser tout de suite enfin, ils ne se sont même pas posé la question.
Ils se sont dit, on va l'externaliser, et ça fait partie de leur cahier des charges. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, et surtout là, vous avez la chance que la réforme ait été un petit peu décalée. Vous avez un petit peu plus de temps, mais pas beaucoup plus de temps. Faites des cahiers des charges, écrivez votre besoin, posez-le et allez interroger le marché. Vous avez énormément de prestataires, comme je vous ai dit, vous en avez une centaine, que ce soit entre des opérateurs de démat, les PDP, vos ERP qui vont proposer un certain nombre de choses, mais aussi vos experts comptables, parce que c'est vrai que là j'ai beaucoup parlé des grandes entreprises, mais pour les petites entreprises, votre interlocuteur principal sera votre expert comptable ou votre, ou Cegid ou Sage, votre ERP comptable. Donc allez les voir, demandez-leur ce qu'ils vont faire et demandez-leur comment est-ce qu'ils peuvent vous aider. Donc ça c'est super important. Quand on parle des capacités informatiques, il y a aussi, on le voit aujourd'hui chez énormément de nos clients, il y a des capacités informatiques, mais il n'y a pas beaucoup de ressources à mettre sur ce projet. Et on se rend compte que si vous ne mettez pas de ressources sur ce projet, c'est la meilleure manière de vous planter. Voilà, je le dis de manière assez cash, mais aujourd'hui, si vous ne mettez pas de capacité informatique, parce que comme je vous l'ai dit, il faut revoir vos bases de données, il faut revoir vos ERP, il faut revoir les flux entre tout ça, parce qu'il va falloir aussi émettre des statuts vers le portail public de facturation ou vers votre opérateur de démat ou vers votre PDP, ne serait-ce que remonter le fait qu'une facture a été payée. Dit comme ça, c'est simple, mais le remonter au bon moment vers la bonne interface et vers le bon partenaire, c'est pas si simple à faire. Voilà. Donc ça, ce sont tous les points qu'il va falloir que vous preniez en compte dans le cadre de vos partenaires. On peut aussi ajouter un certain nombre de points parce que typiquement, vous allez devoir faire un certain nombre de contrôles sur vos factures qui entrent ou qui sortent. Typiquement, qu'est-ce que vous allez faire de vos, pour les doublons. Vous avez un doublon qui arrive, qu'est-ce que vous en faites? Tout à l'heure, je vous ai dit aussi, vous avez une facture d'un prestataire que vous ne connaissez pas qui arrive, qu'est-ce que vous en faites? Donc tout ça, ce sont les questions qu'il va falloir vous poser et que vous mettrez soit en route avec vos propres moyens informatiques, soit votre partenaire devra mettre en place. On a quelques questions sur ce sujet. Monsieur Guillaume Normand qui demandait justement, lorsqu'on a assez de maturité pour produire l'un des formats du socle, est-ce qu'on peut se raccorder directement au portail public de facturation? La réponse est oui. Si le portail public de facturation offre les services dont vous avez besoin, dans ces cas-là, votre ERP va se placer en tant qu'opérateur de démat, va devoir se raccorder au portail public de facturation. Oui, c'est tout à fait possible. Et on avait une deuxième question alors, sur les formats, sur le e-reporting, est-ce que c'est pas en UBL et C2I? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez la possibilité au format UBL et C2I d'envoyer à votre plateforme les factures e-reporting vers le B2B international et B2C. Mais effectivement, derrière, on va agglomérer ces différentes informations pour les envoyer à la DGFiP et c'est là où on a un format dit propriétaire. Donc, ça me permet de revenir, d'être plus précise sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, on a une autre question concernant l'embarquement de 4 millions d'entreprises en 6 mois. Est-ce réalisable? Écoutez, j'ai envie de dire que oui. Je trouve que le précédent planning était très intelligent parce qu'il nous donnait vraiment du temps et avec un déploiement on va dire concerté sur les grandes entreprises, puis les moyennes, puis les petites. Donc, et on se rend compte que voilà, les petites aussi ont besoin d'être accompagnées. Donc là, ça fait presque un déploiement en Big Bang. Il va pas y avoir le choix, ça va passer, ça va être ric-rac, il va y avoir des ratés, il va y avoir, d'ailleurs je crois que les sanctions ont été assouplies, hein, parce qu'on se rend compte que si jamais, on devait mettre en place tel quel, il risquait d'y avoir pas mal de loupés. Donc c'est un peu voilà, je vais pas vous faire une question de normand parce que bon, déjà je suis pas normand, mais voilà, ça va se faire. Il va y avoir beaucoup de boulot. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est vraiment de vous faire accompagner au maximum. Toujours la même personne qui me dit: «Est-ce que c'est jouable sans un conseil, JS, par exemple?» Bon voilà, c'est aussi on va faire un petit peu d'auto-promo. Effectivement, nous, on peut être des accélérateurs pour vous, pour justement, faire en sorte que tout se passe bien. Voilà.
Sabrina, je te laisse vraiment finir. Oui, alors du coup, bah, une fois qu'on s'est dit tout ça, comment on planifie sa roadmap? Bah, effectivement, on l'a déjà dit, hein, c'est un peu une synthèse. Vous allez devoir faire un état des lieux, passer des marchés potentiellement en fonction de votre entreprise pour choisir votre PDP ou votre ERP, mettre en conformité tous vos outils, revoir vos processus. Et là, effectivement, on appuie un peu dessus. Profitons de ce report pour revoir nos processus. Euh, Accompagner au changement aussi dans votre entreprise parce que potentiellement ça peut revoir certaines activités de vos collaborateurs et puis vous raccorder les différents outils, tester. Mehdi l'a dit tout à l'heure, effectivement, le cabinet Juliette Sterwen peut vous accompagner sur ces différents chantiers grâce à nos équipes qui ont déjà largement œuvré sur ce type de projet chez d'autres clients. Voilà, bah, en tout cas, merci pour votre présence. J'espère qu'on a réussi à répondre à un certain nombre de vos questions. N'hésitez pas à revenir, que ce soit vers moi ou vers Sabrina. On répondra avec plaisir à l'ensemble de vos questions. Désolé, on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui ont été posées sur le chat. On est passé assez rapidement sur un certain nombre de points, mais comme Sabrina vous l'a dit, enfin voilà, on a une grosse expérience sur le sujet. Et si besoin, vraiment, n'hésitez pas. On est là pour vous. Merci Merci encore et à beaucoup. très bientôt. Au revoir. Au revoir.